Je voudrais saluer le travail qui est mené depuis plusieurs années par les deux associations organisatrices de cette journée sur la recomposition du bloc communal et des ressources humaines, puisque ces journées régulièrement et tout le travail qui est fait par ces associations permettent de travailler sur les nouveaux enjeux et de s'adapter justement, faire adapter notre fonction publique territoriale aux nouveaux enjeux. Je voudrais à cet effet remercier les deux présidents, Charles-Éric Leménian et Michel Iriart, d'abord d'avoir pu me permettre, puisque je ne suis pas là aujourd'hui, mon agenda parlementaire ne me le permettant pas, la réforme constitutionnelle oblige, nous sommes en séance ce vendredi, et donc je voudrais les remercier de me permettre d'être indirectement, mais avec vous aujourd'hui. Ce projet de loi qui vient 30 ans après l'adoption de la loi Le Pors, dans un contexte en même temps de nouveaux enjeux pour la fonction publique territoriale, à la fois contexte nouveau paysage institutionnel, territorial, d'ailleurs c'est l'objet aussi de votre journée aujourd'hui, contexte aussi financier, et puis aussi toutes ces années avec ce fonctionnaire bashing, et donc il était très important avec le dépôt de ce projet de loi de montrer l'attachement réel que nous avons au statut de la fonction publique et notre attachement à ce modèle. Et puis, c'était le moment aussi, finalement, de permettre de diffuser un souffle de déontologie, puisque c'était aussi la volonté d'être dans la suite des lois de 2013 sur la transparence de la vie publique. Et donc ce projet de loi qui s'adresse aux fonctionnaires, donc sur la déontologie et avec une deuxième partie sur les droits et obligations, s'attachait à renforcer, à moderniser un petit peu cette fonction publique, et surtout en y ajoutant toute cette partie sur la déontologie sur laquelle on reviendra. De nombreux dispositifs nous permettent d'avoir des règles de déontologie et des mécaniques qui permettent une bonne application et une bonne vie de ces principes, avec les déclarations, des dispositifs déclaratifs, des lanceurs d'alerte, des référents déontologues. Les règles de déontologie ont permis de conforter des règles jurisprudentielles, alors avec la dignité, l'impartialité, l'intégrité, la probité, la neutralité, la laïcité bien sûr. L'idée c'était de laisser une grande souplesse sur le référent déontologue. Le Sénat a lui choisi d'en faire une obligation dans les compétences des centres de gestion. On a un point de désaccord. Je pense qu'il paraît souhaitable que les centres de gestion puissent avoir cette compétence, mais de façon facultative pour leur permettre d'exercer et d'assurer cette mission-là pour les collectivités à partir du moment où les collectivités le requièrent. Le premier acteur de la déontologie, c'est l'agent lui-même. C'est l'agent lui-même, et donc, s'il a un doute, ou si des doutes se manifestent, c'est le chef de service. Et en conseil, le référent déontologue, s'il souhaite effectivement avoir ce type de conseil. Le projet de loi tel qu'il était présenté par notre ministre Marie-Lise Lebranchu enfermait quand même très fortement le non-cumul d'activités et restreignait beaucoup la capacité pour les fonctionnaires à temps plein, puisqu'elle l'interdisait, la micro-entreprise, c'est-à-dire le statut d'auto-entrepreneur. Nous avons trouvé, suite aux auditions que nous avons faites, que le projet de loi allait trop loin dans l'enfermement et dans la restriction au cumul d'activités, tout en souhaitant en gardant à l'esprit que le fonctionnaire est avant tout un fonctionnaire et l'agent public un agent public, mais qu'il peut avoir du temps et du temps libre, qui est son temps de loisir, et pour lequel il peut effectivement organiser des activités qui peuvent être des activités autres et de travail, et notamment par le biais de la micro-entreprise. C'est aussi pour préserver
les agents de catégorie C qui pouvaient être concernés par cette mesure. L'exemple tout simple d'un agent qui, sur son temps de loisir, et qui donc lui permet de consacrer tout son temps professionnel à son activité professionnelle, eh bien, sur son temps de loisir, eh bien, a des abeilles et fait du miel. Et qu'il peut lui arriver de vouloir vendre son miel, le miel qu'il produit. À partir de là, il ne peut le faire qu'avec la micro-entreprise. Sinon, je ne sais pas quel est le régime qui lui permettrait, légal, qui lui permettrait de vendre le produit de sa fabrication. Une partie du régime disciplinaire a été refondue, ce qui a amené à mettre dans une catégorie au départ, dans la catégorie 2, alors qu'il était en catégorie 1, l'exclusion temporaire de 3 jours pour la fonction publique territoriale. Cette sanction de premier groupe n'existait que dans le cadre de la fonction publique territoriale, et l'harmonisation faisait que toutes les fonctions publiques voyaient l'exclusion temporaire de fonction dans une catégorie qui n'était pas le premier groupe. Nous allons voir en commission mixte paritaire ce qu'il adviendra, mais pour l'instant, nous sommes restés sur cette capacité de rester pour la territoriale dans le premier groupe pour cette sanction d'exclusion temporaire de 3 jours maximum, mais qui tente à harmoniser et à homogénéiser cette sanction pour les 2 autres fonctions publiques. Le projet de loi voulait qu'on harmonise au maximum. J'ai souhaité qu'on harmonise au maximum en proposant effectivement que pour la fonction publique territoriale, comme pour la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière, il n'y ait pas de magistrat. Ça a fait grincer beaucoup de dents, mais moi l'argument que j'avais, c'était que la fonction publique territoriale n'est pas une sous-fonction publique et que où on ne fait pas confiance dans ses élus, et à ce moment-là, eh bien, on lui donne un tuteur qui est, selon certains, l'expression de la neutralité dans ce conseil de discipline. Voilà, mais moi c'était dans le souci d'harmonisation. Je crois qu'il a été bon aussi, dans le cadre de ce projet de loi, d'aller le plus loin possible dans l'amélioration des conditions d'exercice en matière de ressources humaines et de donner plus de possibilités aux collectivités locales de saisir de façon sécurisée notamment les centres de gestion. Le projet de loi le permet à travers les amendements qui ont pu être faits, à la fois à l'Assemblée dans un premier temps et au Sénat, et qui reprend d'ailleurs le contenu, une partie du contenu de la proposition qu'Alain Vasselle avait déposée en septembre de l'année dernière. Je pense qu'il est important de laisser ouvert le champ de la réflexion en reprenant certaines dispositions et en faisant en sorte que les centres de gestion sécurisent véritablement à la fois sur les missions qu'ils avaient l'habitude d'exercer, mais qui en même temps pour laquelle il y avait une ambiguïté juridique. Donc le projet de loi va permettre notamment aux centres de gestion de pouvoir élargir les missions obligatoires qui sont les leurs à travers effectivement la gestion des ressources humaines et notamment des dossiers individuels de façon régionale ou interrégionale pour les dossiers individuels des catégories B. C'est aussi en même temps par rapport à la gestion des contractuels, des non-titulaires. C'est aussi en même temps la possibilité d'assurer le secrétariat des commissions consultatives paritaires et puis tout ce qui concerne la gestion des comptes épargne-temps. Donc c'est important puisque ça permet à la fois aux collectivités qui le souhaitent de saisir les centres de gestion sur ces compétences-là et pour les centres de gestion d'assurer ces missions de façon claire, de façon sécurisée et finalement d'élargir aussi le spectre des compétences des centres de gestion. Je pense que ça va dans le bon sens à partir du moment où les collectivités ont cette capacité à la fois de choix, puisqu'il n'y a pas d'obligation aussi, mais
permet ce recours et qui est un recours indispensable. Je voudrais, étant absente lors de vos débats et de vos échanges, eh bien, vous souhaiter des échanges très, très fructueux. Je pense qu'on a encore beaucoup à avancer sur le sujet, à la fois sur la recomposition de ce bloc communal à travers les regroupements intercommunaux. Et je sais l'inquiétude des personnels sur le sujet et on n'aborde jamais une réforme bien quand les personnels sont inquiets. Donc je voudrais vous dire à quel point je suis présente à la fois avec vous dans le cadre de ces échanges. Je saurai utiliser le fruit des échanges que vous allez avoir toute cette journée. Ils sont essentiels pour le débat, ils sont essentiels pour avancer et pour assurer en même temps la sérénité nécessaire à la mise en place de cette réforme territoriale qui se met en œuvre en ce moment. Donc on a besoin de vous, on a besoin de votre énergie, on a besoin de votre enthousiasme et puis si vous avez quand même des inquiétudes, eh bien sachez que en tant que parlementaire, je serais intéressée de savoir quels sont les dysfonctionnements qui vous font, pour lesquels vous pensez qu'il y a des blocages et c'est peut-être réglementaire, peu importe. L'important, c'est que ça fonctionne bien. Et donc, moi, je suis avide de savoir comment vous allez travailler et surtout ce que vous allez dire et ça m'apportera beaucoup. Merci beaucoup et en tout cas, bonne journée.